Très bien, bon, bonjour à tous. Donc le sujet de cette intervention, c'est de parler de nos Varois du Grand Est. Donc dans le contexte de notre région, on est sur un suivi qui a été commencé en 2023 et je vais vous en présenter les principaux résultats et les conclusions qu'on peut donner dès aujourd'hui. Mais je vais d'abord faire un petit rappel sur les différents médicaments qui existent et les observations qui sont liées autour de la question de la résistance. On a eu l'arrivée du parasite dans les années 80 et vous avez ici une frise temporelle qui reprend l'apparition des différents médicaments avec le premier qui a été mis en vente, c'était le tofluvalinate sous le nom de Apistan. Et assez rapidement, il y a eu une mise en place d'une résistance qui a réduit l'usage de ce médicament-là et en parallèle d'autres médicaments sont apparus et vous voyez que on a eu aussi des pertes d'efficacité qui ont fini par apparaître, aussi bien pour la flumètrine que par exemple pour la mitraz, depuis à peu près les années 2015-2020. On a des remontées de la part d'apiculteurs, de la part du terrain, sur des problèmes d'efficacité. C'est aussi quelque chose qui nous est remonté à la Grand Est, donc chez les apiculteurs de notre région. Dès les années 2020-2023, on a commencé à en entendre pas mal parler et dans le cadre du pilotage des achats et des molécules utilisées dans les départements par les GDSA, il y a eu la volonté d'aller vers la mise en place d'une alternance encadrée et proposée par les GDSA et cela crée des incertitudes du côté des apiculteurs par rapport au fait de changer de médicaments, par rapport à leurs habitudes et autres. Et ça a été un peu le coup d'envoi de notre projet de suivi de cette question des résistances, donc dans les années de 2023. Et je reviens juste encore sur ce qu'est une résistance avant de commencer à vraiment vous présenter les résultats. Le principe donc de la résistance et de la sélection dans une population qui présente naturellement des diversités, des variations autour de différents paramètres biologiques de n'importe quel individu, n'importe quelle espèce. Vous avez des différentes sensibilités ici sur celle de la sensibilité à un médicament. Et comme il y a une diversité, le fait d'être soumis à un stress du type traitement chimique, médicamenteux, ça va atteindre les individus différemment et donc sélectionner les plus résistants voilà, ce qu'on appelle la sélection naturelle. Je pense que vous avez tout ça à l'esprit. Ce qui est intéressant de préciser là ce matin, c'est que en fait la résistance n'est pas quelque chose de simple et qui n'est lié qu'à un élément biologique, mais au contraire, c'est lié à différents types de résistance possibles, différents types de façons de se voir mieux résister à une agresseur chimique. Il peut y avoir, bien sûr, tout en bas de la liste, il y a la mutation de la cible, qui est en fait la façon d'acquérir une résistance la plus connue dans le grand public, celle de faire, de changer quelque chose dans la structure biologique de l'élément qui est ciblé par la molécule médicamenteuse. Par exemple, un pore membranaire qui va être particulièrement ciblé par le médicament. Si on modifie la structure du pore membranaire, bah, le médicament ne marchera plus. C'est quelque chose voilà, d'assez fréquent et qui est probablement la principale voie de résistance au tofluvalinate, ce qui explique que ça a été rapidement mis en place par les Varois de mettre en place une résistance forte à cette molécule parce qu'il suffisait de faire une mutation de la cible pour y arriver, mais il y a aussi d'autres façons d'arriver à une résistance, que ce soit par des stratégies comportementales, hein, ça peut être le fait pour un varroa d'esquiver le médicament, de s'en éloigner lorsqu'il le perçoit. Ou ça peut être de manière plus complexe l'hôte elle-même qui s'habitue. On parle donc des abeilles VSH qui ont un comportement qui permet de lutter au moins en partie contre le varroa. Mais il peut également y avoir des façons physiologiques ou métaboliques de résister. Ça peut être par exemple l'épaississement de la cuticule du varroa qui va lui permettre de mieux tenir la dose de médicaments. Ou pour ce qui est du métabolique, c'est la capacité du corps du varroa lui-même à se détoxifier au fur et à mesure qu'il reçoit le médicament. Donc ça, c'est différentes stratégies plus complexe que la mutation de la cible, et en fait, on semblerait, d'après les recherches actuelles sur la résistance à la mitrase, hein, qui est quelque chose qui existe, hein, je vais pas vous faire de suspense, on va expliquer dans quelle mesure ça existe. Et donc, pour la mitrase, il semblerait que le varroa va piocher un peu dans les quatre types de résistance qu'on vient de citer pour arriver à s'en sortir, et notamment la capacité de se détoxifier lui-même.
Donc c'est subtilement différent et ça explique aussi la mise en place très très lente, très très progressive de cette résistance. C'est plutôt une perte de sensibilité plutôt qu'une résistance du type tout ou rien. Ça, c'était une petite remise à niveau pour les fondamentaux. Et donc, je reviens sur le Grand Est. Donc, en Grand Est, nous avons notamment ce printemps eu la surprise de voir des pertes hivernales importantes, hein. On a fait circuler une enquête au niveau de nos adhérents pour en faire un bilan assez rapidement en sortie d'hiver. On était à environ 20 à 25% de ruches mortes, alors que sur la décennie 2010-2020, la moyenne décennale est de 13%. Donc un niveau de surmortalité important, d'autant plus que notre enquête ciblait les adhérents, donc pro et pluriactifs, et le niveau de perte est encore un peu supérieur chez les apiculteurs non professionnels. Ce qu'on a constaté lorsqu'on a comparé les niveaux de perte des différents apiculteurs en fonction des médicaments qu'ils utilisent, c'est qu'il y avait un décrochage au niveau des apiculteurs qui utilisaient la mitrase, avec un constat que seulement 60 à 80% de leurs ruches avaient réussi à passer l'hiver, alors que habituellement on associait l'utilisation de des médicaments à la mitrase à un taux de survie très important de 90% sur la moyenne décennale. Donc il y a un décrochage a priori observé sur c'est la mortalité associée aux ruches qui sont traitées avec l'amitrase, tandis que pour les autres molécules, c'est pas le cas. On n'a pas vu ce décrochage, même s'il peut y avoir de légères variations, augmentation de quelques pourcents sur les autres types de molécules. Voilà, c'est un décrochage vraiment sur l'amitrase. Alors, on rappelle aussi le contexte, hein, chez nous, en Grand Est, comme dans d'autres régions de France, l'amitrase est largement employée, c'est le majoritaire. On est environ à 83% des ruches du Grand Est qui sont traitées à l'amitrase, et ce depuis au moins 20 ans. Donc il y a un usage massif et répété d'année en année de ce produit. Et le bilan aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment, voilà, constat d'une mortalité forte, hein. Ça a été aussi retrouvé dans l'enquête nationale où il y a les départements et les régions qui ont perdu le plus de ruches, c'est le nord de la France et le Grand Est, avec un niveau global de 30%, donc qui confirme nos résultats de notre petite enquête qu'on a faite interne à la DA Grand Est. Donc la conclusion de la diapositive, c'est de dire qu'on observe a priori quelque chose qui ressemble à un décrochage du taux de survie des ruches traitées à la mitrase. Est-ce que c'est lié à une baisse de l'efficacité de la mitrase? C'est une des hypothèses qu'on peut faire. Et on remarque aussi que l'enquête relève d'autres facteurs de perte qui expliquent ces pertes aggravées cette année, qui sont liées à une faible disponibilité des ressources alimentaires en automne dernier, à des colonies donc qui sont en entrée en hivernage en étant trop faibles par rapport aux objectifs, et également la présence du frelon asiatique, hein, qui commence vraiment à faire des dégâts dans notre région Grand Est. Donc, tous ces facteurs, bien sûr, sont en synergie pour expliquer les pertes que nous avons subies. Mais voilà une remontée du terrain par rapport au problème de la perte d'efficacité qui est donc habituellement, qui nous revient régulièrement depuis quelques années. Et donc depuis 2023, on a mis en place un projet qu'on a appelé le projet Alternance parce on l'a centré au début sur des apiculteurs qui allaient mettre en place l'alternance et qui se demandaient si ça allait bien se passer ou pas. Bon, on a dit, ben, on vous accompagne, on va regarder avec vous comment ça se passe au fur et à mesure que ça se passe et on a commencé à mettre en place des tests de sensibilité sur leurs ruches. Étant donné qu'ils allaient changer de molécule, c'était intéressant de mesurer la sensibilité avant qu'ils aient changé de molécule, puis l'année suivante, une fois qu'ils ont changé de molécule, est-ce que ça a fait bouger les paramètres au niveau des sensibilités? Alors voilà, ça c'est ce qu'on voulait faire. On voulait donc faire déjà un état des lieux de la situation. Est-ce que les tests de sensibilité montrent un problème ou pas? Est-ce que les suivis voilà, de ces ruchers vont aller dans le sens de nos observations? Le but était de collecter des informations utiles aux apiculteurs pour les orienter dans leur choix de médicaments ou dans leur choix de stratégie globale de lutte contre le varroa, et aussi de proposer cette collecte d'infos sur plusieurs années sur les mêmes ruchers de manière à suivre comment évoluer les choses sur plusieurs années lorsqu'on fait une alternance, par exemple. Les méthodes utilisées, ce sont donc des tests de sensibilité. Vous avez là dans la photo de droite une photo du test de Pétis, qui est très simple à réaliser. Ça consiste à prendre une dose d'abeille avec ses varrois phorétiques, la mettre dans un bocal et adapter fournir aux abeilles une bandelette de carton. Vous voyez ici un sucre, mais aussi un petit bout de médicament entre le sucre et la main du manipulateur. Donc, qui est adapté en termes de dose. On le met dans le bocal avec les abeilles et on le laisse un certain laps de
temps et on regarde combien de varrois sont morts pendant ce laps de temps. Et ça va nous donner une information qui représente la sensibilité aiguë du varroa à la molécule avec laquelle elle était en contact. Donc on a fait ce test-là, on a aussi fait en doublon une nouvelle fois un test de sensibilité dans un autre protocole en laboratoire, on a envoyé du couvain, et les varrois du couvain sont extraits pour être mis en contact avec, avec les molécules des médicaments. Donc c'est une variation autour du même principe, ça nous a permis de comparer les résultats des deux tests, et en parallèle de cela, on fait un suivi des infestations avant traitement et après traitement, ce qui nous permet de suivre ce qui se passe en réalité sur le terrain et de faire une estimation de l'efficacité que le médicament a permis d'obtenir. Alors on recroise tout ça, on va recroiser les résultats des tests, qui sont une sorte de prédiction, une boule de cristal, on va nous dire, bah, a priori d'après le test, cette molécule marchera pas, ou marchera bien, ou moyennement bien. On va suivre la réalité du terrain en faisant le bilan des varrois après traitement. Avant et après traitement, on estime l'efficacité et on voit si la prédiction était cohérente ou pas. Et donc voilà, donc on va retrouver, page suivante, une présentation des principaux résultats. Et les résultats sont exprimés suivant la petite échelle que vous avez en bas à droite, une échelle de sensibilité, parce que ce n'est pas tout ou rien. En fait, il y a une échelle progressive. On peut avoir des varrois qui sont sensibles et qui gagnent progressivement une petite résistance. Ils vont passer en sensibilité modérée et peut-être même atteindre un niveau de sensibilité rouge, là, un niveau de sensibilité faible ou de résistance forte, lorsque il y a de moins en moins de varrois qui sont tués par le médicament au cours du test. Donc c'est une échelle progressive, et si je vous présente le résultat global, alors c'est dans l'encadré à droite, là, la petite image, vous avez différentes couleurs, par apiculteur et par année, vous avez à peu près les niveaux de sensibilité moyens du rucher. Alors le but pour moi ce matin, c'est pas de rentrer dans le détail apiculteur par apiculteur, ça va être un peu compliqué, mais plutôt de souligner les principales observations que nous avons pu tirer de tout cela. Et globalement, on a pu déjà observer qu'effectivement, on a retrouvé des pertes de sensibilité à la mitrase lorsque l'on a fait ces tests-là. Alors, on a bien sûr fait nos observations chez des apiculteurs qui avaient fait remonter des problèmes. On n'est pas sur un sondage sur voilà, sur des ruchers standards, mais sur des ruchers qui avaient fait remonter des problèmes. Et on constate qu'effectivement, on a en moyenne des varrois qui sont soit faiblement sensibles ou modérément sensibles dans ces ruchers-là. On a pu aussi retrouver pour le tofluvalinate la même chose. Alors c'est connu, mais là, on a pu observer que même chez des apiculteurs qui n'avaient jamais utilisé le tofluvalinate de leur vie, de leur carrière, on a déjà des varrois qui peuvent présenter une sensibilité moyenne ou faible à cette molécule. Donc ça, c'est un résultat qui a posé question, et on reviendra dessus tout à l'heure. Et on a enfin, troisième observation, on a vu une forte hétérogénéité, donc des différences au sein du rucher dans les différents niveaux de sensibilité des varrois du rucher. C'est-à-dire qu'au sein d'un même rucher, il peut y avoir des varrois sensibles et d'autres qui sont moyennement sensibles, ou voire même déjà résistants. Donc il y a une diversité qui reprend en fait la diversité qu'on exprimait dans la diapositive sur la sélection naturelle. Alors ces informations-là, on les a rendues aux apiculteurs au fur et à mesure du suivi de ces différentes années. Ça leur a permis de réfléchir à leur stratégie de lutte. Alors certains ont changé de médicament en se disant, ben, d'après ton test, c'est plus la peine que j'utilise celui-là. Peut-être qu'il faut que je passe à autre chose. Donc ça les a incités à modifier leurs habitudes, adapter leur stratégie de lutte. Donc ça c'est déjà un premier résultat intéressant. Nous, on recroise nos résultats, donc des tests de sensibilité avec les observations des infestations, donc ça nous permet de tirer des conclusions et des observations plus profondes que je vais vous présenter. Et on fait ce travail sur les mêmes ruches et les mêmes ruchers sur plusieurs années, et on peut donc observer, par exemple, une réversion, un retour à la normale d'une résistance qui serait la suite d'une alternance des molécules, par exemple. Ça, c'est des résultats très intéressants que je vais pouvoir vous présenter rapidement. Et globalement, si on veut simplifier toutes les choses, on commence à observer la tendance suivante. Il y a bien un lien déjà entre le test de sensibilité au laboratoire et la réalité du terrain. Donc ça c'est première bonne nouvelle, ça marche assez bien. On peut globalement résumer à gros traits les liens par le tableau suivant. Lorsqu'on observe des varrois qui sont déjà résistants, ben, on aura des efficacités au rucher qui sont très mauvaises, inférieures à 80%. Et à l'inverse, lorsqu'on observe que le test au laboratoire, dans sa boule de cristal, vous dit bah, cette molécule, elle marche très bien en laboratoire dans le petit pot
du test, donc ça devrait normalement très bien marcher au rucher. On retrouve effectivement un lien dans ce sens-là. Alors c'est des liens qui sont aussi à prendre avec des pincettes, il y a d'autres paramètres qui jouent, les tests sont difficiles à réaliser, ils ont des limites également, ils sont pas toujours aussi précis qu'on le voudrait. Donc voilà, on va pas rentrer dans les complications tout de suite, mais on retrouve ce lien-là et on va essayer de consolider ces observations au fur et à mesure des années. Et si je vous présente maintenant le suivi pluriannuel sur deux ruchers, il y a des ruchers là particulièrement intéressants que je vais souligner ce matin. Vous avez ici deux ruchers, un rucher bleu et un rucher rouge. Vous avez le niveau ici de sensibilité à l'amitrase qui était donc assez bas en année 2023. Les apiculteurs ont arrêté l'amitrase en se disant bon, ton test en labo me confirme ce que j'observe sur mon terrain. L'amitrase ça marche moins bien sur mes varrois. Je vais peut-être changer de molécule et on a observé l'année suivante 2024, après une année avec une molécule autre, que les taux de sensibilité à la mitraze étaient légèrement remontés, un léger mieux, et on a cette tendance qui s'est confirmée en 2025, après une deuxième année où les apiculteurs n'ont pas utilisé la mitraze, mais donc de nouveau une autre molécule. Donc ça, c'est une observation directe de ce qu'on appelle la réversion, donc le retour à la normale d'une résistance. Donc vous voyez que là, en moyenne sur le rucher, la résistance était bon, forte pour l'apiculteur bleu avec 36%, moyenne pour l'apiculteur rouge avec 51% de mortalité des varroa en 24 heures, et que c'est remonté à environ 80-90% au bout de 2 ans d'arrêt. Donc c'est très intéressant, mais ces observations ne sont valables que pour ces deux ruchers-là, hein. Il va falloir les confirmer avec d'autres ruchers sur les années suivantes. Et en parallèle, on a fait sur les mêmes ruches le test avec le tofluvalinate. Donc on avait des sensibilités plutôt moyennes, moyennes plus en année 2023. On a utilisé le tofluvalinate une première année et on a observé en 2024 que les sensibilités moyennes des varrois étaient déjà un peu plus basses que l'année précédente. Les apiculteurs ont traité avec la flumétrine, qui est une molécule très très proche du tofluvalinate, de la même famille, et on a observé que l'année 2025, ces taux de sensibilité au tofluvalinate avaient vraiment chuté autour de 15-20% de mortalité. Donc c'est beaucoup plus faible que les années précédentes. Et ça, c'est l'observation directe de la mise en place d'une résistance au tofluvalinate. Alors, ça fait longtemps qu'on la connaît, celle-là. On a pu l'observer là dans le contexte du Grand Est en 2023, 2024, 2025. Qu'est-ce qu'il en était? On retrouve des choses qui étaient déjà connues. La résistance au tofluvalinate se met en place très rapidement. Et ça fait longtemps que les guides vous disent de ne pas utiliser 2 années de suite cette molécule, ni d'ailleurs de faire de croisement entre le toflu de la pistan et la flumétrine du bévarol, parce que ce sont des molécules très proches. Donc, on observe ici en conclusion que sur ces deux ruchers-là, on a effectivement l'impression d'observer une réversion des résistances à la mitrase assez rapide. Tant mieux pour ces ruchers-là, à suivre quand même sur la réalité, sur la réalité du terrain, c'est-à-dire la manière dont le médicament amitrase a marché ou marchera l'année prochaine. Donc, on va suivre ces ruchers encore un an. Et on a aussi pu confirmer qu'il y avait bien une résistance croisée entre les molécules tofluvalinate et flumétrine, hein, vu le graphique de droite, où l'utilisation de la flumétrine fait plonger la sensibilité au tofluvalinate. Donc c'est des choses qui étaient déjà connues et qui est intéressant de répéter et surtout intéressant d'observer au jour d'aujourd'hui dans le contexte local de notre région. Alors voilà globalement pour les résultats du projet alternance en tant que tel au jour d'aujourd'hui. Ce que je peux encore proposer, c'est de développer un peu plus loin la question de l'évolution des niveaux d'infestation d'une ruche dans l'année. On a un modèle qui s'appelle Varomodel qui est assez intéressant et qu'on a utilisé pour accompagner le conseil aux apiculteurs. Alors l'idée c'est voilà ce qui est marqué en rouge dans le texte, hein, compter c'est bien mais se représenter les conséquences de l'infestation c'est encore mieux et c'est ce que propose ce modèle qui reprend en fait pas mal de paramètres biologiques sur comment fonctionne une ruche, donc des paramètres qui sont sortis d'études scientifiques sur les quantités de couvain, les taux de reproduction dans le couvain des varrois dans le faux bourdon ouvrière, l'influence de la densité des varrois sur la reproduction des varrois, la mortalité naturelle, le vieillissement des varrois, et tout ça, c'est rentré dans des équations et ça nous permet d'avoir une simulation de la ruche au fur et à mesure du temps. Et c'est un outil accessible à tout un chacun, hein. C'est un outil sur Excel qui est en accès libre sur Internet. Donc pour ceux qui veulent essayer, ils peuvent, hein. C'est un outil qui nous paraît très intéressant pour le côté déjà précis de la simulation
qui nous permet de simuler l'effet progressif des médicaments, parce que le médicament ne va pas avoir 95% d'efficacité en 24 heures, mais sur 12 semaines, donc il faut un modèle qui simule la mortalité progressive des varrois et qui simule également l'effet de réservoir varrois que le couvain présente et donne dans la colonie, hein. Lorsqu'il y a beaucoup de couvains, il y a aussi tous les varrois qui sont comme un iceberg, hein, plongés sous la surface de l'eau, sous la surface du couvain, et qui se cachent dans le couvain. Donc cet effet progressif et cet effet de réserve de varrois est ici bien rendu, et ça nous permet de réfléchir à l'évolution globale de l'infestation, et pour l'apiculteur, ça peut l'aider à réfléchir à sa stratégie globale. On peut faire des prévisions de si je fais ça au printemps, est-ce que ça va avoir un intérêt? Est-ce que je traite maintenant ça? Est-ce que voilà, quelles sont les conséquences de l'infestation qu'on a déjà commencé à observer, à mesurer au préalable? Alors, ça permet également de calculer l'infestation résiduelle en varroa en fin d'année. Une fois que vous avez suivi l'infestation avant le traitement, puis après le traitement, vous pouvez estimer à peu près ce qui vous reste en fin d'année. Et pour nous, ce qui paraît vraiment intéressant, c'est de sortir de l'idée fausse que beaucoup d'apiculteurs se font. Ils font pas de mesure de varroa ou juste une après traitement. Ils voient qu'il reste du varroa après traitement et ils concluent donc ça n'a pas marché. C'est pas si simple en fait. C'est pas aussi simple. Il vaut mieux faire un suivi avant traitement puis après traitement pour pouvoir vraiment se faire une idée sur la question. Notamment, dans notre travail avec les apiculteurs du projet Alternance, on a pu comme ça faire le tri, et grâce à ces outils, entre des ruches qui avaient été traitées de manière efficace avec un produit qui marche très très bien, mais ça a été mis trop tard, donc du coup le résultat est mauvais, mais c'est pas la faute du médicament, et d'autres ruches sur lesquelles c'est plutôt la faute effectivement d'une perte d'efficacité du médicament, donc un gain de résistance des varrois, bien que le médicament ait été mis assez tôt. Et c'est intéressant pour nous de réfléchir sur cette temporalité, cette efficacité de manière croisée pour bien voir et bien comprendre ce qui se passe dans les ruches. Donc cet outil est vraiment super intéressant. Alors je vais encore faire quelques diapos pour vous présenter globalement comment ça évolue. Je vais simplifier l'outil parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres entre toutes ces courbes. J'ai juste gardé la courbe de la population varroa dans l'année. Et là, vous avez donc voilà juste la courbe en rouge, c'est la population varroa théorique d'après le modèle pour une ruche qui correspond à celle que nous a chez nous dans le Grand Est avec nos miellés à nous et tout. On voit qu'ici, vous avez une population initiale au 1er janvier de 100 varrois, la courbe rouge, là, et que vous avez une évolution donc exponentielle. Vous la connaissez, cette courbe. La population double tous les mois, et donc on arrive à un moment, après un long moment où c'est plat au printemps, tout d'un coup, ça se met à exploser en juillet-août. Et vous avez ici la courbe qui explose, et vous voyez au 15 juillet un point d'inflexion qui est dû à la mise en place d'un traitement. Alors, on a là, au 15 juillet, dans ce modèle-là, on est déjà à un niveau d'environ 7000, 8000 varrois dans la ruche, ce qui correspond environ, d'après le modèle, à un nombre de varrois phorétiques de 3 à 5% environ, ce qui est à peu près ce qu'on appelle le seuil de dommage. 3% de varrois dans une ruche, donc 3 varrois pour 100 abeilles dans une colonie. C'est la dose de varroa qui est associée à une perte d'efficacité des ruches et une perte de performance. Donc une souffrance des abeilles et le début des problèmes et du déclin de la colonie. Donc on voit que de quelle manière la courbe exponentielle en rouge continue sa montée infinie et le modèle prédit un crash de cette colonie à partir du mois d'octobre, si on ne fait aucun traitement. Là, j'ai mis une point d'inflexion au 15 juillet parce que j'ai simulé un traitement efficace à 99%, donc le traitement parfait, idéal, tel qu'on le voudrait. Et vous avez donc un retour à une population varroa beaucoup plus faible quelques semaines plus tard, au bout de 10 semaines de traitement. Vous êtes retourné à un niveau de varroa résiduel de 134 d'après la modélisation. Donc un petit peu plus qu'au printemps, au 1er janvier, mais globalement, vous avez ici la théorie de ce qui devrait être réalisé dans toutes les ruches pour maintenir et contenir la pression du parasite. Et donc, si on commence à gagner en résistance, si le varroa gagne en résistance, on va perdre en efficacité, et donc ça va modifier cette courbe. Et je vais vous présenter ce que ça donne d'après le modèle. Donc voilà, vous avez toujours la courbe verte qui correspond à mes 99% d'efficacité et je vous ai mis ici différentes couleurs pour différents niveaux d'efficacité globale. Et vous avez le petit texte en rouge surligné en jaune fluo en bas qui vous dit que un traitement à 99% d'efficacité, c'est en fait un traitement qui va tuer 60% des varrois par quinzaine de jours. Le modèle fonctionne par quinzaine de jours. Si vous avez pas 60% des varrois qui meurent par quinzaine, mais seulement 50% des varrois, vous n'êtes plus à 99%, vous êtes à 95% d'efficacité.
Globalement, la courbe n'est pas très différente, mais vous voyez que le résultat final n'est plus de 134 varrois résiduels au 31 décembre, mais déjà de 500. Donc c'est déjà un autre tabac et il faudra faire des traitements complémentaires pour arriver à retourner à un niveau de varrois plus faible au 1er janvier de l'année suivante. Et si vous perdez encore en efficacité, vous allez par exemple avoir 85% d'efficacité, ça correspond à seulement un tiers des varrois en moins par quinzaine, au lieu de deux tiers, donc c'est plus du tout la même chose. Et vous voyez que la courbe de l'infestation varrois, donc le nombre de varrois total de la ruche, ne va plus du tout s'effondrer comme sur la courbe verte idéale, mais au contraire stagner à des niveaux importants. Et vous avez ici une zone sur laquelle il va y avoir un impact des dégâts aux abeilles d'hiver. Donc là, vous Pardon, avez... Alexis, il faudrait que tu conclues, s'il te Ouais. plaît. Merci. Eh bien, écoute, je vais conclure. Donc, je voulais vous montrer ça et je voulais aussi vous montrer qu'effectivement, avoir une résistance, ça va donc provoquer cette perte d'efficacité du médicament et donc des dégâts aux abeilles d'hiver. Et lorsque vous traitez trop tard avec un médicament très efficace, vous avez également une perte d'efficacité. Vous avez, malgré l'efficacité, vous avez quand même une grande dose de varroa. Si vous laissez courir l'infestation, vous allez également avoir des dégâts aux abeilles d'hiver qui vont être là, mais ce ne sera pas la faute du médicament, ce sera la faute d'un usage trop tardif de ce médicament-là. Alors bien sûr, on peut avoir tous les problèmes en même temps. On peut avoir un médicament qui est trop, qui n'est plus efficace et qui est posé trop tard. Et donc là, bien sûr, le problème est amplifié. Mais donc, il est tout aussi grave de traiter trop tard que d'avoir une résistance au varroa. Et c'est pour ça que ce qu'on a envie de dire en conclusion, ce serait de dire qu'il faut ne plus faire un traitement, une monothérapie unique, mais faire évoluer son approche pour avoir une approche intégrée où on va combiner différentes stratégies pour maintenir la santé des colonies tout au long du problème. Donc on va pouvoir combiner à la fois des mesures de base, de terrain, avec des outils de pilotage, de suivi d'infestation qui nous permettent de prendre conscience de la réalité du terrain et de mettre en place le traitement au bon moment et non pas trop tard. Et enfin, pouvoir mettre en place les stratégies de lutte qui sont pas uniquement basées sur le médicament, mais bien sûr aussi sur des approches populationnelles qui vont être développées dans l'intervention suivante. Alexis, on va passer aux questions Ouais. pour répondre. Oui, tout à fait. Juste, je dis que si vous voulez une présentation plus globale de tout ce qui est ici à l'écran, vous avez une vidéo YouTube de notre journée technique où on présente cela en détail, donc vous pourrez y revenir pour plus d'informations. Voilà, donc on peut passer aux questions si vous voulez bien. Ouais, on a le temps pour les deux petites questions qui, du coup, sont en suspens. Il y a Karen qui demande si la résistance au varroa, aux médicaments est plus ou moins liée au mode d'application du médicament. Est-ce que, voilà, selon son application en liquide, en lanière ou par sublimation, est-ce que ça impacte la Eh ben, résistance au traitement? oui, effectivement, bah là, dans la diapo que vous avez sous les yeux, on doit bien sûr respecter la dose et la durée d'application qui est prévue par le fabricant du médicament, qui est très précis et qu'il faut absolument respecter. Après, il n'y a pas en tant que tel une façon d'appliquer le médicament qui marche mieux à chaque fois de manière certaine par rapport à une autre. Il y a un contexte, en fait, dans chaque rucher, le contexte du rucher, qui fait que il va être plus ou moins, les varrois vont être plus ou moins sensibles. Après, un Ok, médicament qui marche par diffusion gazeuse, comme certains médicaments en bio, pose plus de problèmes parce que la dose appliquée au varroa est moins facilement maîtrisée. merci. Et puis une dernière question, Adeline redemande comment est-ce que vous avez déterminé l'efficacité des traitements? En fait, c'est une estimation d'efficacité. On n'est pas sur un calcul très précis. On fait les mesures de varroa phorétique avant traitement, après traitement. Ça nous permet de rentrer ces valeurs-là dans le modèle. Et le modèle nous dit, ben, si tu en étais là avant, normalement tu étais sur une courbe qui était comme cela. Si tu en es là après traitement, ça veut dire qu'il y a eu tel effet entre les deux. Et cet effet correspond à une efficacité globale de environ 80, 85. Voilà. Ça nous permet d'avoir une estimation globale de l'efficacité plutôt qu'un calcul précis. Super, merci beaucoup Alexis. Très bien, bon, bonjour à tous. Donc le sujet de cette intervention, c'est de parler de nos Varrois du Grand Est. Donc dans le contexte de notre région, on est sur un suivi qui a été commencé en 2023 et je vais vous en présenter les principaux résultats et les conclusions qu'on peut donner dès aujourd'hui. Mais je vais d'abord faire un petit rappel sur les différents médicaments qui existent et les observations qui sont liées autour de la question de la résistance. On a eu donc l'arrivée du parasite
dans les années 80 et vous avez ici une frise temporelle qui reprend l'apparition des différents médicaments avec le premier qui a été mis en vente, c'était le tofluvalinate sous le nom de Apistan. Et assez rapidement, il y a eu une mise en place d'une résistance qui a réduit l'usage de ce médicament-là et en parallèle d'autres médicaments sont apparus et vous voyez que on a eu aussi des pertes d'efficacité qui ont fini par apparaître aussi bien pour la flumétrine que par exemple pour la mitraz depuis à peu près les années 2015-2020. On a des remontées de la part d'apiculteurs, de la part du terrain sur des problèmes d'efficacité. C'est aussi quelque chose qui nous est remonté à la Grand Est, donc chez les apiculteurs de notre région. Dès les années 2020-2023, on a commencé à en entendre pas mal parler et dans le cadre du pilotage des achats et des molécules utilisées dans les départements par les GDSA, il y a eu la volonté d'aller vers la mise en place d'une alternance encadrée et proposée par les GDSA et cela crée des incertitudes du côté des apiculteurs par rapport au fait de changer de médicaments, par rapport à leurs habitudes et autres. Et ça a été un peu le coup d'envoi de notre projet de suivi de cette question des résistances, donc dans les années de 2023. Et je reviens juste encore sur ce qu'est une résistance avant de commencer à vraiment vous présenter les résultats. Le principe donc de la résistance, c'est la sélection dans une population qui présente naturellement des diversités, des variations autour de différents paramètres biologiques de n'importe quel individu, n'importe quelle espèce. Vous avez des différentes sensibilités ici sur celle de la sensibilité à un médicament. Et comme il y a une diversité, le fait d'être soumis à un stress du type traitement chimique, médicamenteux, ça va atteindre les individus différemment et donc sélectionner les plus résistants voilà, ce qu'on appelle la sélection naturelle. Je pense que vous avez tout ça à l'esprit. Ce qui est intéressant de préciser là ce matin, c'est que en fait la résistance n'est pas quelque chose de simple et qui n'est lié qu'à un élément biologique, mais au contraire, c'est lié à différents types de résistance possibles, différents types de façons de se voir mieux résister à une agresseur chimique. Il peut y avoir, bien sûr, tout en bas de la liste, il y a la mutation de la cible, qui est en fait la façon d'acquérir une résistance la plus connue dans le grand public, celle de de changer quelque chose dans la structure biologique de l'élément qui est ciblé par la molécule médicamenteuse, par exemple un pore membranaire qui va être particulièrement ciblé par le médicament. Si on modifie la structure du pore membranaire, bah, le médicament ne marchera plus. C'est quelque chose voilà, d'assez fréquent et qui est probablement la principale voie de résistance au tofluvalinate, ce qui explique que ça a été rapidement mis en place par les Varrois de mettre en place une résistance forte à cette molécule parce qu'il suffisait de faire une mutation de la cible pour y arriver, mais il y a aussi d'autres façons d'arriver à une résistance, que ce soit par des stratégies comportementales, hein, ça peut être du coup le fait pour un varroa d'esquiver le médicament, de s'en éloigner lorsqu'il le perçoit, ou ça peut être de manière plus complexe l'hôte elle-même qui s'habitue. On parle des abeilles VSH qui ont un comportement qui permet de lutter au moins en partie contre le varroa. Mais il peut également y avoir des façons physiologiques ou métaboliques de résister. Ça peut être par exemple l'épaississement de la cuticule du varroa qui va lui permettre de mieux tenir la dose de médicaments. Ou pour ce qui est du métabolique, c'est la capacité du corps du varroa lui-même à se détoxifier au fur et à mesure qu'il reçoit le médicament. Donc ça, c'est différentes stratégies plus complexe que la mutation de la cible, et en fait, on semblerait, d'après les recherches actuelles sur la résistance à la mitrase, hein, qui est quelque chose qui existe, hein, je vais pas vous faire de suspense, on va expliquer dans quelle mesure ça existe. Et donc, pour la mitrase, il semblerait que le varroa va piocher un peu dans les quatre types de résistance qu'on vient de citer pour arriver à s'en sortir. Et notamment la capacité de se détoxifier lui-même. Donc c'est subtilement différent et ça explique aussi la mise en place très très lente, très très progressive de cette résistance. C'est plutôt une perte de sensibilité plutôt qu'une résistance du type tout ou rien. Ça, c'était une petite remise à niveau pour les fondamentaux. Et donc, je reviens sur le Grand Est. Donc, en Grand Est, nous avons notamment ce printemps eu la surprise de voir des pertes hivernales importantes, hein. On a fait circuler une enquête
Au niveau de nos adhérents, pour en faire un bilan assez rapidement en sortie d'hiver, on était à environ 20 à 25% de ruches mortes, alors que sur la décennie 2010-2020, la moyenne décennale est de 13%. Donc un niveau de surmortalité important, d'autant plus que notre enquête ciblait les adhérents, donc pro et pluriactifs, et le niveau de perte est encore un peu supérieur chez les apiculteurs non professionnels. Ce qu'on a constaté lorsqu'on a comparé les niveaux de perte des différents apiculteurs en fonction des médicaments qu'ils utilisent, c'est qu'il y avait un décrochage au niveau des apiculteurs qui utilisaient la mitraz, avec un constat que seulement 60 à 80% de leurs ruches avaient réussi à passer l'hiver, alors que habituellement on associait l'utilisation de ce médicament, des médicaments à la mitraz, à un taux de survie très important de 90% sur la moyenne décennale. Donc il y a un décrochage a priori observé sur c'est la mortalité associée aux ruches qui sont traitées avec l'amitrase, tandis que pour les autres molécules, c'est pas le cas. On n'a pas vu ce décrochage, même s'il peut y avoir de légères variations, augmentation de quelques pourcents sur les autres types de molécules. Voilà, c'est un décrochage vraiment sur l'amitrase. Alors, on rappelle aussi le contexte, hein, chez nous, en Grand Est, comme dans d'autres régions de France, l'amitrase est largement employée, c'est le majoritaire. On est environ à 83% des ruches du Grand Est qui sont traitées à l'amitrase, et ce depuis au moins 20 ans. Donc il y a un usage massif et répété d'année en année de ce produit. Et le bilan aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment, voilà, ce constat d'une mortalité forte, hein. Ça a été aussi retrouvé dans l'enquête nationale où il y a les départements et les régions qui ont perdu le plus de ruches, c'est le nord de la France et le Grand Est, avec un niveau global de 30%, donc qui confirme nos résultats de notre petite enquête qu'on a faite interne à l'ADA Grand Est. Donc la conclusion de la diapositive, c'est de dire qu'on observe a priori quelque chose qui ressemble à un décrochage du taux de survie des ruches traitées à la mitraz. Est-ce que c'est lié à une baisse de l'efficacité de la mitraz? C'est une des hypothèses qu'on peut faire. Et on remarque aussi que l'enquête relève d'autres facteurs de perte qui expliquent ces pertes aggravées cette année, qui sont liées à une faible disponibilité des ressources alimentaires en automne dernier, à des colonies donc qui sont en entrée en hivernage en étant trop faibles par rapport aux objectifs, et également la présence du frelon asiatique, hein, qui commence vraiment à faire des dégâts dans notre région Grand Est. Donc, tous ces facteurs, bien sûr, sont en synergie pour expliquer les pertes que nous avons subies. Mais voilà une remontée du terrain par rapport au problème de la perte d'efficacité qui est donc habituellement, qui nous revient régulièrement depuis quelques années. Et donc depuis 2023, on a mis en place un projet qu'on a appelé le projet alternance, parce qu'on l'a centré au début sur des apiculteurs qui allaient mettre en place l'alternance et qui se demandaient si ça allait bien se passer ou pas. Bon, on a dit, ben, on vous accompagne, on va regarder avec vous comment ça se passe au fur et à mesure que ça se passe, et on a commencé à mettre en place des tests de sensibilité sur leurs ruches, étant donné qu'ils allaient changer de molécule. C'était intéressant de mesurer la sensibilité avant qu'ils aient changé de molécule, puis l'année suivante, une fois qu'ils ont changé de molécule, est-ce que ça a fait bouger les paramètres au niveau des sensibilités? Alors voilà, ça c'est ce qu'on voulait faire. On voulait donc faire déjà un état des lieux de la situation. Est-ce que les tests de sensibilité montrent un problème ou pas? Est-ce que les suivis voilà, de ces ruchers vont aller dans le sens de nos observations? Le but était de collecter des informations utiles aux apiculteurs pour les orienter dans leur choix de médicaments ou dans leur choix de stratégie globale de lutte contre le varroa, et aussi de proposer cette collecte d'infos sur plusieurs années, sur les mêmes ruchers, de manière à suivre comment évoluer les choses sur plusieurs années lorsqu'on fait une alternance, par exemple. Les méthodes utilisées, ce sont donc des tests de sensibilité. Vous avez là dans la photo de droite une photo du test de Pétis, qui est très simple à réaliser. Ça consiste à prendre une dose d'abeille avec ses varrois phorétiques, la mettre dans un bocal et fournir aux abeilles une bandelette de carton. Vous voyez ici un sucre, mais aussi un petit bout de médicament entre le sucre et la main du manipulateur, donc qui est adapté en termes de dose. On le met dans le bocal avec les abeilles et on le laisse un certain laps de temps et on regarde combien de varrois sont morts pendant ce laps de temps. Et ça va nous donner une information qui représente la sensibilité aiguë du varroa à la molécule avec laquelle elle est en contact. Donc on a fait ce test-là, on a aussi fait en doublon une nouvelle fois un test de sensibilité dans un autre protocole en laboratoire. On a envoyé du couvain, et les varrois du couvain sont extraits pour être mis en contact avec les molécules des médicaments. Donc c'est une variation autour du même principe. Ça nous a permis
comparer les résultats des deux tests. Et en parallèle de cela, on fait un suivi des infestations avant traitement et après traitement, ce qui nous permet de suivre ce qui se passe en réalité sur le terrain et de faire une estimation de l'efficacité que le médicament a permis d'obtenir. Alors on recroise tout ça, on va recroiser les résultats des tests, qui sont une sorte de prédiction, une boule de cristal. On va nous dire, a priori, d'après le test, cette molécule marchera pas, ou marchera bien, ou moyennement bien. On va suivre la réalité du terrain en faisant le bilan des varrois après traitement. Avant et après traitement, on estime l'efficacité et on voit si la prédiction était cohérente ou pas. Et donc voilà, donc on va retrouver, page suivante, une présentation des principaux résultats. Et les résultats sont exprimés suivant la petite échelle que vous avez en bas à droite, une échelle de sensibilité, parce que ce n'est pas tout ou rien. En fait, il y a une échelle progressive. On peut avoir des varrois qui sont sensibles et qui gagnent progressivement une petite résistance. Ils vont passer en sensibilité modérée et peut-être même atteindre un niveau de sensibilité rouge, là, un niveau de sensibilité faible ou de résistance forte, lorsque il y a de moins en moins de varrois qui sont tués par le médicament au cours du test. Donc c'est une échelle progressive, et si je vous présente le résultat global, alors c'est dans l'encadré à droite, là, la petite image, vous avez différentes couleurs, par apiculteur et par année, vous avez à peu près les niveaux de sensibilité moyens du rucher. Alors le but pour moi ce matin, c'est pas de rentrer dans le détail apiculteur par apiculteur, ça va être un peu compliqué, mais plutôt de souligner les principales observations que nous avons pu tirer de tout cela. Et globalement, on a pu déjà observer qu'effectivement, on a retrouvé des pertes de sensibilité à la mitrase lorsque l'on a fait ces tests-là. Alors, on a bien sûr fait nos observations chez des apiculteurs qui avaient fait remonter des problèmes. On n'est pas sur un sondage sur voilà, sur des ruchers standards, mais sur des ruchers qui avaient fait remonter des problèmes, et on constate qu'effectivement, on a en moyenne des varrois qui sont soit faiblement sensibles ou modérément sensibles dans ces ruchers-là. On a pu aussi retrouver pour le tofluvalinate la même chose, alors que c'est connu, mais là, on a pu observer que même chez des apiculteurs qui n'avaient jamais utilisé le tofluvalinate de leur vie, de leur carrière, on a déjà des varrois qui peuvent présenter une sensibilité moyenne ou faible à cette molécule. Donc ça, c'est un résultat qui a posé question, et on reviendra dessus tout à l'heure. Et on a enfin troisième observation, on a vu une forte hétérogénéité, donc des différences au sein du rucher dans les différents niveaux de sensibilité des varrois du rucher. C'est-à-dire qu'au sein d'un même rucher, il peut y avoir des varrois sensibles et d'autres qui sont moyennement sensibles, ou voire même déjà résistants. Donc il y a une diversité qui reprend en fait la diversité qu'on exprimait dans la diapositive sur la sélection naturelle. Alors ces informations-là, on les a rendues aux apiculteurs au fur et à mesure du suivi de ces différentes années. Ça leur a permis de réfléchir à leur stratégie de lutte. Alors certains ont changé de médicament en se disant, d'après ton test, c'est plus la peine que j'utilise celui-là. Peut-être qu'il faut que je passe à autre chose. Donc ça les a incités à modifier leurs habitudes, adapter leur stratégie de lutte. Donc ça c'est déjà un premier résultat intéressant. Nous, on recroise nos résultats, donc des tests de sensibilité avec les observations des infestations, donc ça nous permet de tirer des conclusions et des observations plus profondes que je vais vous présenter. Et on fait ce travail sur les mêmes ruches et les mêmes ruchers sur plusieurs années, et on peut donc observer, par exemple, une réversion, un retour à la normale d'une résistance qui serait la suite d'une alternance des molécules, par exemple. Ça, c'est des résultats très intéressants que je vais pouvoir vous présenter rapidement. Et globalement, si on veut simplifier toutes les choses, on commence à observer la tendance suivante. Il y a bien un lien déjà entre le test de sensibilité au laboratoire et la réalité du terrain. Donc ça c'est première bonne nouvelle, ça marche assez bien. On peut globalement résumer à gros traits les liens par le tableau suivant. Lorsqu'on observe des varrois qui sont déjà résistants, on aura des efficacités au rucher qui sont très mauvaises, inférieures à 80%. Et à l'inverse, lorsqu'on observe que le test au laboratoire, dans sa boule de cristal, vous dit, cette molécule, elle marche très bien en laboratoire dans le petit pot du test, donc ça devrait normalement très bien marcher au rucher. On retrouve effectivement un lien dans ce sens-là. Alors c'est des liens qui sont aussi à prendre avec des pincettes, il y a d'autres paramètres qui jouent, les tests sont difficiles à réaliser, ils ont des limites également, ils sont pas toujours aussi précis qu'on le voudrait. Donc voilà, on va pas rentrer dans les complications tout de suite, mais on retrouve ce lien-là et on va essayer de consolider ces observations au fur et à mesure des années. Et si je vous présente maintenant
le suivi pluriannuel sur deux ruchers. Il y a des ruchers là particulièrement intéressants que je vais souligner ce matin. Vous avez ici deux ruchers, un rucher bleu et un rucher rouge. Vous avez le niveau ici de sensibilité à l'amitrase qui était donc assez bas en année 2023. Les apiculteurs ont arrêté l'amitrase en se disant ton test en labo me confirme ce que j'observe sur mon terrain. L'amitrase ça marche moins bien sur mes varrois. Je vais peut-être changer de molécule et on a observé l'année suivante 2024, après une année avec une molécule autre, que les taux de sensibilité à l'amitrase étaient légèrement remontés, un léger mieux, et on a cette tendance qui s'est confirmée en 2025, après une deuxième année où les apiculteurs n'ont pas utilisé l'amitrase, mais donc de nouveau une autre molécule. Donc ça, c'est une observation directe de ce qu'on appelle la réversion, donc le retour à la normale d'une résistance. Donc vous voyez que là, en moyenne sur le rucher, la résistance était forte pour l'apiculteur bleu avec 36%, moyenne pour l'apiculteur rouge avec 51% de mortalité des varroas en 24 heures, et que c'est remonté à environ 80-90% au bout de 2 ans d'arrêt. Donc c'est très intéressant, mais ces observations ne sont valables que pour ces deux ruchers-là, hein. Il va falloir les confirmer avec d'autres ruchers sur les années suivantes. Et en parallèle, on a fait sur les mêmes ruches le test avec le tofluvalinate. Donc on avait des sensibilités plutôt moyennes, moyennes plus en année 2023. On a utilisé le tofluvalinate une première année et on a observé en 2024 que les sensibilités moyennes des varrois étaient déjà un peu plus basses que l'année précédente. Les apiculteurs ont traité avec la flumétrine, qui est une molécule très très proche du tofluvalinate, de la même famille, et on a observé que l'année 2025, ces taux de sensibilité au tofluvalinate avaient vraiment chuté autour de 15-20% de mortalité, donc c'est beaucoup plus faible que les années précédentes, et ça c'est l'observation directe de la mise en place d'une résistance au tofluvalinate. Alors, ça fait longtemps qu'on la connaît, celle-là. On a pu l'observer là dans le contexte du Grand Est en 2023, 2024, 2025. Qu'est-ce qu'il en était? On retrouve des choses qui étaient déjà connues. La résistance au tofluvalinate se met en place très rapidement. Et ça fait longtemps que les guides vous disent de ne pas utiliser 2 années de suite cette molécule, ni d'ailleurs de faire de croisement entre le toflu de la pistan et la flumétrine du bévarol, parce que ce sont des molécules très proches. Donc on observe ici en conclusion que sur ces deux ruchers-là, on a effectivement l'impression d'observer une réversion des résistances à la mitrase assez rapide. Tant mieux pour ces ruchers-là, à suivre quand même sur la réalité, sur la réalité du terrain, c'est-à-dire la manière dont le médicament amitrase a marché ou marchera l'année prochaine. Donc on va suivre ces ruchers encore un an. Et on a aussi pu confirmer qu'il y avait bien une résistance croisée entre les molécules tofluvalinate et flumétrine, hein, vu le graphique de droite, où l'utilisation de la flumétrine fait plonger la sensibilité au tofluvalinate. Donc c'est des choses qui étaient déjà connues et qui est intéressant de répéter et surtout intéressant d'observer au jour d'aujourd'hui dans le contexte local de notre région. Alors voilà globalement pour les résultats du projet alternance en tant que tel au jour d'aujourd'hui. Ce que je peux encore proposer, c'est de développer un peu plus loin la question de l'évolution des niveaux d'infestation d'une ruche dans l'année. On a un modèle qui s'appelle Varroa Model qui est assez intéressant et qu'on a utilisé pour accompagner le conseil aux apiculteurs. Alors l'idée c'est voilà ce qui est marqué en rouge dans le texte, hein, compter c'est bien mais se représenter les conséquences de l'infestation c'est encore mieux et c'est ce que propose ce modèle qui reprend en fait pas mal de paramètres biologiques sur comment fonctionne une ruche, donc des paramètres qui sont sortis d'études scientifiques sur les quantités de couvain, les taux de reproduction dans le couvain des varrois dans le faux bourdon ouvrière, l'influence de la densité des varrois sur la reproduction des varrois, la mortalité naturelle, le vieillissement des varrois et tout ça, c'est rentré dans des équations et ça nous permet d'avoir une simulation de la ruche au fur et à mesure du temps. Et c'est un outil accessible à tout un chacun, hein. C'est un outil sur Excel qui est en accès libre sur Internet. Donc pour ceux qui veulent essayer, ils peuvent, hein. C'est un outil qui nous paraît très intéressant pour le côté déjà précis de la simulation, qui nous permet de simuler l'effet progressif des médicaments, parce que le médicament va pas avoir 95% d'efficacité en 24 heures, mais sur 12 semaines, donc il faut un modèle qui simule la mortalité progressive des varrois.
et qui simule également l'effet de réservoir varrois que le couvain présente et donne dans la colonie, hein. Lorsqu'il y a beaucoup de couvains, il y a aussi tous les varrois qui sont comme un iceberg, hein, plongés sous la surface de l'eau, sous la surface du couvain, et qui se cachent dans le couvain. Donc cet effet progressif et cet effet de réserve de varrois est ici bien rendu, et ça nous permet de réfléchir à l'évolution globale de l'infestation, et pour l'apiculteur, ça peut l'aider à réfléchir à sa stratégie globale. On peut faire des prévisions de si je fais ça au printemps, est-ce que ça va avoir un intérêt? Est-ce que je traite maintenant ça? Est-ce que voilà, quelles sont les conséquences de l'infestation qu'on a déjà commencé à observer, mesurer au préalable? Alors ça permet également de calculer l'infestation résiduelle en varroa en fin d'année. Une fois que vous avez suivi l'infestation avant le traitement, puis après le traitement, vous pouvez estimer à peu près ce qui vous reste en fin d'année. Et pour nous, ce qui paraît vraiment intéressant, c'est de sortir de l'idée fausse que beaucoup d'apiculteurs se font. Ils font pas de mesure de varroa ou juste une après traitement. Ils voient qu'il reste du varroa après traitement et ils concluent donc ça n'a pas marché. C'est pas si simple en fait. C'est pas aussi simple. Il vaut mieux faire un suivi avant traitement puis après traitement pour pouvoir vraiment se faire une idée sur la question. Notamment, dans notre travail avec les apiculteurs du projet Alternance, on a pu comme ça faire le tri, et grâce à ces outils, entre des ruches qui avaient été traitées de manière efficace, avec un produit qui marche très très bien, mais ça a été mis trop tard, donc du coup le résultat est mauvais, mais c'est pas la faute du médicament, et d'autres ruches sur lesquelles c'est plutôt la faute effectivement d'une perte d'efficacité du médicament, donc un gain de résistance des varrois, bien que le médicament ait été mis assez tôt. Et c'est intéressant pour nous de réfléchir sur cette temporalité, cette efficacité de manière croisée pour bien voir et bien comprendre ce qui se passe dans les ruches. Donc cet outil est vraiment super intéressant. Alors je vais encore faire quelques diapos pour vous présenter globalement comment ça évolue. Je vais simplifier l'outil parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres entre toutes ces courbes. J'ai juste gardé la courbe de la population varroa dans l'année. Et là, vous avez donc voilà juste la courbe en rouge, c'est la population varroa théorique d'après le modèle pour une ruche qui correspond à celle qu'on a chez nous dans le Grand Est avec nos miellés à nous et tout. On voit qu'ici, vous avez une population initiale au 1er janvier de 100 varrois, la courbe rouge, là, et que vous avez une évolution donc exponentielle. Vous la connaissez, cette courbe. La population double tous les mois, et donc on arrive à un moment, après un long moment où c'est plat au printemps, tout d'un coup, ça se met à exploser en juillet-août. Et vous avez ici la courbe qui explose, et vous voyez au 15 juillet un point d'inflexion qui est dû à la mise en place d'un traitement. Alors, on a là, au 15 juillet, dans ce modèle-là, on est déjà à un niveau d'environ 7000, 8000 varrois dans la ruche, ce qui correspond environ, d'après le modèle, à un nombre de varrois phorétiques de 3 à 5% environ, ce qui est à peu près ce qu'on appelle le seuil de dommage. 3% de varrois dans une ruche, donc 3 varrois pour 100 abeilles dans une colonie. C'est la dose de varroa qui est associée à une perte d'efficacité des ruches et une perte de performance. Donc une souffrance des abeilles et le début des problèmes et du déclin de la colonie. Donc on voit que de quelle manière la courbe exponentielle en rouge continue sa montée infinie et le modèle prédit un crash de cette colonie à partir du mois d'octobre, si on ne fait aucun traitement. Là, j'ai mis une point d'inflexion au 15 juillet parce que j'ai simulé un traitement efficace à 99%, donc le traitement parfait, idéal, tel qu'on le voudrait. Et vous avez donc un retour à une population varroa beaucoup plus faible quelques semaines plus tard, au bout de 10 semaines de traitement. Vous êtes retourné à un niveau de varroa résiduel de 134 d'après la modélisation. Donc un petit peu plus qu'au printemps, au 1er janvier, mais globalement, vous avez ici la théorie de ce qui devrait être réalisé dans toutes les ruches pour maintenir et contenir la pression du parasite. Et donc, si on commence à gagner en résistance, si le varroa gagne en résistance, on va perdre en efficacité, et donc ça va modifier cette courbe. Et je vais vous présenter ce que ça donne d'après le modèle. Donc voilà, vous avez toujours la courbe verte qui correspond à mes 99% d'efficacité et je vous ai mis ici différentes couleurs pour différents niveaux d'efficacité globale et vous avez le petit texte en rouge surligné en jaune fluo en bas qui vous dit que un traitement à 99% d'efficacité, c'est en fait un traitement qui va tuer 60% des varrois par quinzaine de jours. Le modèle fonctionne par quinzaine de jours. Si vous avez pas 60% des varrois qui meurent par quinzaine, mais seulement 50% des varrois, vous n'êtes plus à 99%, vous êtes à 95% d'efficacité. Donc, globalement, la courbe n'est pas très différente, mais vous voyez que le résultat final n'est plus de 134 varrois résiduels au 31 décembre, mais déjà de 500. Donc c'est déjà un autre tabac, et il faudra faire des traitements complémentaires pour arriver à retourner à un niveau de varrois plus faible au 1er janvier de l'année suivante.
Et si vous perdez encore en efficacité, vous allez par exemple avoir 85% d'efficacité, ça correspond à seulement un tiers des varrois en moins par quinzaine, au lieu de deux tiers, donc c'est plus du tout la même chose. Et vous voyez que la courbe de l'infestation varroa, donc le nombre de varrois total de la ruche, ne va plus du tout s'effondrer comme sur la courbe verte idéale, mais au contraire stagner à des niveaux importants. Et vous avez ici une zone sur laquelle il va y avoir un impact des dégâts aux abeilles d'hiver. Donc là, vous Pardon, avez... Alexis, il faudrait que tu conclues, s'il te Ouais. plaît. Merci. Eh bien, écoute, je vais conclure. Donc, je voulais vous montrer ça et je voulais aussi vous montrer qu'effectivement, avoir une résistance, ça va donc provoquer cette perte d'efficacité du médicament et donc des dégâts aux abeilles d'hiver. Et lorsque vous traitez trop tard avec un médicament très efficace, vous avez également une perte d'efficacité. Vous avez, malgré l'efficacité, vous avez quand même une grande dose de varroa. Si vous laissez courir l'infestation, vous allez également avoir des dégâts aux abeilles d'hiver qui vont être là, mais ce sera pas la faute du médicament, ce sera la faute d'un usage trop tardif de ce médicament-là. Alors bien sûr, on peut avoir tous les problèmes en même temps. On peut avoir un médicament qui est trop, qui n'est plus efficace et qui est posé trop tard. Et donc là, bien sûr, le problème est amplifié. Mais donc, il est tout aussi grave de traiter trop tard que d'avoir une résistance au varroa. Et c'est pour ça que ce qu'on a envie de dire en conclusion, ce serait de dire qu'il faut ne plus faire un traitement, une monothérapie unique, mais faire évoluer son approche pour avoir une approche intégrée où on va combiner différentes stratégies pour maintenir la santé des colonies tout au long du problème. Donc on va pouvoir combiner à la fois des mesures de base, de terrain, avec des outils de pilotage, de suivi d'infestation qui nous permettent de prendre conscience de la réalité du terrain et de mettre en place le traitement au bon moment et non pas trop tard. Et enfin, pouvoir mettre en place les stratégies de lutte qui sont pas uniquement basées sur le médicament, mais bien sûr aussi sur des approches populationnelles qui vont être développées dans l'intervention suivante. Alexis m'a passé aux questions Ouais. pour répondre. Oui, tout à fait. Juste, je dis que si vous voulez une présentation plus globale de tout ce qui est ici à l'écran, vous avez une vidéo YouTube de notre journée technique où on présente cela en détail, donc vous pourrez y revenir pour plus d'informations. Voilà, donc on peut passer aux questions si vous voulez bien. Ouais, on a le temps pour les deux petites questions qui du coup sont en suspens. Il y a Karen qui demande si la résistance au varroa aux médicaments est plus ou moins liée au mode d'application du médicament. Est-ce que, voilà, selon son application en liquide, en lanière, par sublimation, est-ce que ça impacte la Eh ben, résistance au traitement? oui, effectivement, bah là, dans la diapo que vous avez sous les yeux, on doit bien sûr respecter la dose et la durée d'application qui est prévue par le fabricant du médicament, qui est très précis et qu'il faut absolument respecter. Après, il n'y a pas en tant que tel une façon d'appliquer le médicament qui marche mieux à chaque fois de manière certaine par rapport à une autre. Il y a un contexte, en fait, dans chaque rucher, il y a le contexte du rucher qui fait que il va être plus ou moins, les varrois vont être plus ou moins sensibles. Après, un Ok, médicament qui marche par diffusion gazeuse, comme certains médicaments en bio, pose plus de problèmes parce que la dose appliquée au varroa est moins facilement maîtrisée. merci. Et puis une dernière question, Adeline redemande comment est-ce que vous avez déterminé l'efficacité des traitements? En fait, c'est une estimation d'efficacité. On n'est pas sur un calcul très précis. On fait les mesures de varroa phorétique avant traitement, après traitement. Ça nous permet de rentrer ces valeurs-là dans le modèle. Et le modèle nous dit, bah, si tu en étais là avant, normalement tu étais sur une courbe qui était comme cela. Si tu en es là après traitement, ça veut dire qu'il y a eu tel effet entre les deux. Et cet effet correspond à une efficacité globale de environ 80, 85. Voilà. Ça nous permet d'avoir une estimation globale de l'efficacité plutôt qu'un calcul précis. Super, merci beaucoup Alexis.